le professeur Antoine Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Et nous souhaitons vous entendre sur la mise en œuvre de la stratégie vaccinale contre la COVID-19. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et qui sera ensuite disponible en vidéo à la demande. Nous avions auditionné lors de la commission cette audition. Comparé à certains de nos voisins, en particulier l'Allemagne, le déploiement de la campagne vaccinale en France a souffert de lenteur. Il y a des faiblesses déjà identifiées lors de la première vague à propos des équipements de protection, faiblesse de la chaîne logistique. Professeur, vous êtes exprimé à plusieurs reprises dans les médias sur le déploiement de cette stratégie et nous sommes intéressés par l'approche comparative que vous pouvez avoir depuis Genève. Et puis, en tant que sénatrice du Maine-et-Loire, je salue le Choletais que vous êtes. Et je souhaite rappeler, en effet, l'importance du nom Flao dans toute la médecine de la région. Merci, professeur, et je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente, chers consoeurs. Mesdames et messieurs les sénateurs, c'est un grand honneur que vous me faites en m'invitant aujourd'hui et je suis très heureux de venir en effet discuter avec vous de ces stratégies vaccinales dans les différents pays. Tout d'abord, donc je crois que je vais parler une dizaine de minutes, mais vous m'arrêtez évidemment à tout moment. Et puis après, je serai à votre entière disposition pour vos questions et vos commentaires. Tout d'abord, je dirais qu'il y a deux stratégies vaccinales possible en tant que telle. Il y a une stratégie qui viserait l'immunité collective, c'est-à-dire qui serait une stratégie visant à barrer la progression de l'épidémie. Et puis, il y a une stratégie qui vise à protéger des personnes à risque. On en a l'habitude avec, par exemple, la stratégie antigrippale, qui donc est orientée sur des groupes à risque, les personnes âgées ou les personnes vulnérables. Partout dans le monde, la deuxième stratégie a été choisie en priorité. Bien sûr, avec l'espoir qu'elle va contribuer à une immunité collective qui un jour permettra de bloquer définitivement la pandémie, mais le premier objectif et l'objectif prioritaire dans tous les pays du monde à ma connaissance est de viser la protection des personnes à risque et des personnes âgées. Alors, je pense, pour ma part, que c'est évidemment la bonne stratégie à retenir parce que la Covid-19 est une maladie qui a un caractère exceptionnel par le fait qu'elle est capable, dans ces épidémies, dans ces vagues épidémiques, d'engorger les hôpitaux, de submerger parfois même le système de santé, ou en tout cas de risquer la submersion du système de santé, et donc de motiver des modalités de réponse qui sont absolument d'une lourdeur inouïe, jamais connue dans la société et dans la vie économique également, qui conduisent à des confinements généralisés. Donc c'est pour, je dirais, aussi éviter ce type de mesures exceptionnelles qui mettent à genoux nos sociétés et nos économies que cette stratégie, en dehors, bien entendu, de son impact sanitaire attendu, a toute sa logique. Quand je dis que partout dans le monde, tout le monde a la même stratégie, je vais brosser un certain nombre de pays, et plutôt les pays européens. J'associerai Israël parce qu'Israël est probablement le modèle, le champion dans le domaine pour le moment dans la réponse vaccinale. Partout, en particulier le vaccin, y est gratuit dans tous les pays. Je vais les citer pour être exhaustif parce que le vaccin n'est pas gratuit dans tous les pays du monde, mais en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Israël, en Suisse et au Royaume-Uni, le vaccin est gratuit et il n'est pas obligatoire. La gouvernance de la stratégie vaccinale est partout une gouvernance qui se situe au niveau des gouvernements et au niveau le plus souvent
fédérale, quand les États sont fédéraux, de ces gouvernements. Parfois, c'est le cas de l'Irlande, une task force adaptée a été mise en œuvre et a peut-être une attitude dans la gouvernance plus proéminente que les task force ou les groupes techniques que l'on peut voir dans les différents pays, y compris la France. Le timing de la stratégie vaccinale a été donné dans toute l'Europe par l'Agence européenne du médicament, dont je salue d'ailleurs, et je trouve qu'on a vu peut-être à cette occasion le caractère d'une grande efficacité de cette agence européenne. On connaissait peu peut-être le fait qu'aujourd'hui tous les médicaments en Europe passent à travers les procédures de l'Agence européenne du médicament et cela a permis que tous les pays en Europe au même moment aient eu accès à une autorisation de mise sur le marché, contraignante d'ailleurs pour les pays membres de l'Union européenne, d'abord pour le vaccin Pfizer le 21 décembre et puis pour Moderna le 6 janvier. Le vaccin de Moderna le 6 janvier. On est encore dans l'attente de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin d'AstraZeneca. La logistique repose à peu près partout dans tous les pays du monde dans tous les pays européens que j'ai cités, sur une logistique impliquant des centres que l'on appellera comme on voudra, mais qui sont des centres de vaccination, d'autant plus nécessaire que les vaccins Pfizer nécessitent une chaîne du froid particulièrement exigeante. Concernant les priorités, et après je reviendrai sur différents points que je voudrais aborder, mais concernant les priorités, encore une fois, partout dans les pays que j'ai listés, les priorités sont très similaires, c'est-à-dire concernent d'abord les personnes âgées, alors avec une façon de décliner les priorités qui peut aller dans une granularité un peu plus fine, on va dire les plus de 80 ans d'abord, ou les plus de 75 ans d'abord, ou les plus de 60, 65 ans d'abord, mais toujours est-il que les personnes âgées sont prioritaires. Et les personnels de santé et les personnels également en charge des institutions qu'on appelle EHPAD en France ou maisons de retraite dans d'autres pays. Ce qui parfois varie un peu sur la marge, c'est le fait que d'autres groupes à risque ou d'autres groupes essentiels comme les pompiers ou les policiers, les forces de police, sont parfois aussi listés dans les catégories prioritaires. Ce qui a été un petit peu discuté, notamment aux États-Unis, par certains experts, c'était la priorisation des maisons de retraite, comme ça a été fait en France ou encore une fois aux États-Unis, à la recommandation des CDC aux États-Unis. Certains experts ont dit que l'on prenait un risque pour la réputation des vaccins, parce que par coïncidence, en vaccinant des personnes extrêmement âgées en toute priorité, peut-être ces personnes âgées auraient des incidents de santé ou des accidents de santé qui seraient imputés à tort à la vaccination et que ça discréditerait un vaccin en période de confiance limitée. C'est quelque chose qui est un peu spécieux comme raisonnement, qui est tout à fait audible, mais qui est un peu spécieux parce que, par exemple, la campagne de vaccination antigrippale concerne toujours les maisons de retraite ou les EHPAD dans tous les pays du monde, développés en tout cas, et n'ont jamais entraîné ce type de discrédit sur la vaccination. Cela dit, alors il y avait aussi un argument d'immunosénescence, c'est-à-dire que les personnes âgées ont une moins bonne réaction immunitaire que les personnes plus jeunes, et que donc ce groupe-là serait peut-être moins bien protégé. Encore une fois, ça ne s'avère pas vrai dans les essais cliniques, ça ne s'est pas avéré vrai dans les essais cliniques de ces vaccins, et c'est pas du tout ce que l'on entend aujourd'hui dans l'expérience que l'on a sur ces vaccins. Je voudrais aborder maintenant quelques points. Le problème, le défi majeur, on le sent bien, c'est un défi d'approvisionnement, supply chain, on dirait en anglais, et de logistique. La France attend 232 millions de doses en 2021, mais en fait, seulement 22 millions seront livrés, dans le meilleur des cas, avant juin 2021.
les problèmes, et 190 000 ont été à ce jour, à ma connaissance, administrés, plaçant encore la France plutôt dans le pelon de queue des pays européens par rapport au pourcentage de vaccination de ses habitants. Les raisons de ces retards au démarrage sont multiples sans doute, mais j'en donnerai deux en tout cas qui sont liés à des traumatismes collectifs, mais qui ont probablement influencé aussi les politiques et les cabinets. C'est celui de deux fiascos, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Celui de l'hépatite B, c'est pas un fiasco, c'était une très bonne résolution que de vouloir vacciner toute la France, et notamment tous les jeunes, contre l'hépatite B, qui est le pourvoyeur d'un cancer extrêmement grave du foie et d'hépatite chronique tout à fait invalidante. Mais les campagnes sur l'hépatite B ont été suivies d'une pseudo-épidémie de sclérose en plaques qui n'a jamais été retrouvée dans les autres pays du monde d'ailleurs, et qui n'a jamais pu être démontré comme étant imputable au vaccin de l'hépatite B. Mais il se trouve que lorsque l'on vaccine, c'est un petit peu le cas de la controverse initiale dont je parlais pour les EHPAD, lorsque l'on vaccine en masse une population qui fait quelques événements de santé, et en particulier des scléroses en plaques surviennent dans le segment de la population des jeunes qui étaient la cible de cette vaccination, eh bien, on risquait en effet d'attribuer à tort toutes les survenues, même coïncidentales, de ces scléroses en plaques après le vaccin d'hépatite B. Toujours est-il que ça a été un premier traumatisme dans la société française. Et le deuxième, on le connaît bien, c'est celui de la vaccination H1N1, de ces vaccinodromes qui se sont révélés un fiasco parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Ça n'a pas été un fiasco en soi. L'organisation a répondu aux attentes. Le nombre de vaccins, la supply chain a été fournie, le nombre de vaccins ont été fournis également dans un temps record, et les Français ont boudé la vaccination. Je dois dire que tous les pays ont leur traumatisme, ou presque. Les USA ont un très grand traumatisme avec la vaccination de la grippe en 1977, où il y a eu une épidémie aussi de maladie de Guillain-Barré pour un vaccin qui avait été fait en plein été de façon en tambour battant, dans la crainte d'une pandémie. On a oublié peut-être cet épisode, mais les Américains ne l'ont pas oublié, en tout cas les dirigeants. Au Royaume-Uni, il y a eu aussi une controverse sur l'autisme qui surviendrait après la vaccination contre la rougeole, qui n'est arrivée qu'au Royaume-Uni. Personne ne l'a jamais observé nulle part ailleurs, et ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui tient la route sur le plan scientifique. Toujours est-il que ça laisse des traces collectives, et ça laisse des traces chez les gouvernants qui peuvent avoir des peurs à vaincre lorsqu'ils doivent eux-mêmes faire face à ce type de défi, qui est de mettre en place une stratégie massive de vaccination. Je pense aussi, dans mes propos liminaires, qu'il faut surtout éviter de confondre et de mélanger les anti-vax, c'est-à-dire des personnes qui sont résolument, parfois dogmatiquement, parfois idéologiquement, parfois pour d'autres raisons, contre la vaccination, et les gens qui ont pu exprimer à l'occasion de la sortie d'un nouveau vaccin pour une nouvelle maladie des doutes ou des réticences ou des réserves. Certains de nos collègues médecins ont pu aussi attendre de voir sur pièce les résultats publiés des essais cliniques pour pouvoir avoir eux-mêmes un avis plus documenté. Toujours est-il que les réticences, les doutes devraient, à mon avis, se lever petit à petit avec l'expérience que l'on va acquérir sur ces vaccins, si cette expérience se révèle une expérience tout à fait
je dirais, paisible, sereine et même enthousiaste, montrant l'efficacité très grande d'un vaccin nouveau, utilisant une technologie nouvelle et qui, semble-t-il, est associé à un nombre d'effets indésirables extrêmement réduit, extrêmement limité, et donc représente sans doute d'ailleurs un tournant dans la vaccinologie moderne. Je voudrais faire une proposition pour regarder de l'avant plutôt trop regarder de l'arrière. Cette proposition, elle se décline en 2 points. Le premier, c'est de poursuivre la stratégie qui est initiée aujourd'hui actuellement en France et en Europe, mais on parle ici de la France, c'est-à-dire de vacciner les personnes âgées, les personnes à risque et les personnels de santé en priorité, comme on le fait, tambour battant, le plus possible, le plus rapidement possible, le mieux possible, avec le plus de garanties possible, et telle que la stratégie est dessinée aujourd'hui et sans la changer et sans la modifier. Je propose comme deuxième point de planifier dès à présent une opération du type de celle que mon collègue et confrère Guy Valencien a exprimé sur les ondes il n'y a pas très longtemps, de prendre en compte le fait que les Français savent très bien organiser des élections dans des bureaux de vote le même jour, aux mêmes heures, à peu près. Vous avez des tomes et des pommes qui font que les heures peuvent être différentes pour les uns ou pour les autres, mais pendant 10 heures le dimanche, vous savez faire voter 38 millions de Français et les convoquer, ou les inviter en tout cas à voter. Le vote n'est pas plus obligatoire que la vaccination. Nous pourrions imaginer qu'au mois de juin prochain, on organise 2 tours pour la première dose et pour la deuxième dose, à peu près dans les mêmes locaux, évidemment pas avec les mêmes personnels ou les mêmes volontaires ou les mêmes personnes réquisitionnées, je ne sais pas, qui seraient infirmières, médecins, pharmaciens, et qui pourraient peut-être étudiants en médecine, formés pour faire des injections intramusculaires et qui pourraient faire délivrer ces vaccins à tous les Français qui en seraient volontaires. Je pense que ce type de proposition rencontrerait une possibilité technique d'approvisionnement si un laboratoire, vous avez des laboratoires, en particulier Sanofi Pasteur qui a le savoir-faire pour je dirais, packager du vrac de vaccins, pas un vaccin nouveau. Il faudrait que ce soit un des vaccins aujourd'hui ou très prochainement mis sur le marché, mais en 4 mois ou 5 mois, on devrait pouvoir mettre en flacon l'équivalent de, je ne sais pas si c'est 2 fois 40 millions de doses pour les Français, et ainsi donner aux Français la possibilité de se dire, eh bien, fin juin, la page sera en grande partie tournée. D'une part, on aura vacciné toutes les personnes à risque et âgées qui l'auront voulu, et d'autre part, on aura proposé à tous les Français de pouvoir vraiment se débarrasser de ce problème, de se débarrasser de ce risque et de pouvoir partir en vacances tranquillement et reprendre un cours le plus normal possible pour une vie sociale et économique le plus normalisée possible. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez. Merci, professeur. Nous avons hier entendu le ministre Olivier Véran. Moi, pour ma part, j'ai été un peu inquiète du calendrier vaccinal tel qu'il l'a donné, parce que vous parlez en effet de ces vaccinations ciblées sur les personnes les plus à risque pour éviter des formes graves de la maladie. Ça, je partage. Mais hier, à une question, il a répondu que pour les plus de 75 ans, mais ce qui élimine quand même, en plus, ceux qui sont en dessous, et qu'on va dire dans les tranches 60 ou 75 ans, et qui pour certains attendent vraiment le vaccin de pied ferme, si je puis dire.
il nous a dit, j'espère qu'à Pâques, oui, on aura un peu terminé la vaccination des plus de 75 ans. À Pâques, moi, je trouve ça très long. Donc, ça veut dire que les autres, ce sera... et il restera ensuite une population encore nombreuse à vacciner. J'entends en effet ce que vous dites sur la proposition de Guy Valencien. Il m'a envoyé un SMS en ce sens. Le mois de juin, il y aura déjà les élections régionales. Et puis surtout, mais l'idée en effet, lui disait, devant l'inorganisation du début de la vaccination, disait, mais il y a des choses qu'on s'est organisées pour faire venir en effet beaucoup de personnes le même jour. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qui pourrait être vu avec le ministère de l'Intérieur. Mais lorsque vous donnez juin, il me semble que Sanofi, puisque vous avez cité Sanofi est plus sur un vaccin disponible en fin d'année. Quels sont les éléments que vous avez sur la disponibilité, par exemple, du vaccin Sanofi? Puis après, il y a de nombreuses questions, donc voilà. Oui. Sur Sanofi, vous avez des éléments là-dessus? Encore une fois, ce que je disais, mais j'ai peut-être pas été assez clair, il ne s'agit pas du vaccin Sanofi. Il s'agit de demander à Sanofi de prendre du vrac, c'est-à-dire de la substance active d'un vaccin existant, par exemple celui d'AstraZeneca, car il n'y a pas véritablement de problème majeur de stock de ce type de vaccin. Au jour d'aujourd'hui. Le problème majeur pour la plupart enfin pour les 3 fabricants sont surtout de l'embouteillage, de la mise en flacon en nombre suffisant et rapide de ce type de vaccin. Donc il faudrait des accords à négocier entre, par exemple, je donne l'exemple d'AstraZeneca et de Sanofi. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de contact pris entre ces 2 laboratoires à ce sujet, et que l'on demande à Sanofi de conditionner des vaccins d'un autre fabricant qui aujourd'hui est sur le marché pendant une durée de 3 mois ou de 4 mois pour pouvoir fournir au mois de juin les 2 fois 40 millions de doses dont vous avez besoin. C'est cela dont je parle. Ça n'est pas en effet d'attendre le vaccin Sanofi qui malheureusement ne sera pas à disposition en nombre suffisant pour le mois de juin. Merci pour cette clarification. Alors, plusieurs questions. On va faire plusieurs groupes. Alors, d'abord, Jocelyne Guidez, Madame Lassarade, Monsieur Van Nerenberg. Alors, Jocelyne Guidez. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, je tiens d'abord à vous remercier pour votre intervention fort intéressante. Alors que dans l'Hexagone, seulement un peu plus de 100 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19, et vous l'avez d'ailleurs évoqué, plus de 10% des Israéliens ont déjà reçu la première injection de vaccin. Dans ce pays, la distribution est assurée par l'armée, ce qui serait une des clés de l'efficacité israélienne. Dans ce cadre, estimez-vous que le recours à l'armée française et à son savoir reconnu en matière de logistique permettrait d'outrepasser les lourdeurs administratives du ministère de la Santé? Merci de cette question. Est-ce que je réponds maintenant ou je prends plusieurs questions? Non, attendez, on va attendre. On va poser 3 questions. Vous ferez des réponses groupées. Florence Lassarade. Oui, merci, professeur. En Suisse, dans d'autres pays, le débat a émergé sur la possibilité d'un passeport vaccinal. En France, on avait évoqué la possibilité de justement utiliser cette occasion de mettre en route le carnet électronique de vaccination. Qu'est-ce qu'il en est dans les autres pays européens sur et à la fois le passeport vaccinal, le carnet électronique et l'utilisation qu'on pourrait en faire, par exemple, pour voyager? Très bien. Jean-Marie Van Nerenberg et ensuite le professeur Flau pourra répondre. Oui, monsieur le professeur, merci de vos propos qui, effectivement, sont rassurants, puis je dirais en phase avec ce que nous avons entendu hier par le ministre, monsieur Véran. Je partage moi aussi votre idée, votre suggestion que vous avez repris du professeur Valencien sur la planification et l'organisation de 2 tours de vaccins. J'espère d'ailleurs que personne ne sera mort entre les 2 tours. Et je crois que c'est une excellente idée, une initiative, mais se pose le problème, et vous l'avez dit, de l'approvisionnement en vaccins. Et vous avez cité des chiffres au départ qui m'ont un peu étonné. Vous avez parlé que pour le mois de juin, la France serait touchée 22 millions de vaccins. Or, je regarde, j'ai écouté hier ce que disait le ministre,
on aurait ce chiffre 21 exactement en mars. Et si je regarde un planning qui nous est, j'ai trouvé dans un journal, le journal du dimanche pour ne pas le citer, on serait à environ 77 millions en juin, sans compter Sanofi, hein. C'est-à-dire avec AstraZeneca et un peu de CureVac et Janssen. Est-ce que vous avez, vous, des statistiques plus précises sur la fourniture des vaccins, et en particulier pour la France, qui soient effectivement plus clairement peut-être exprimées que je ne l'ai fait? Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez commencer à répondre et ensuite on aura une autre série de questions. D'accord, merci Madame la Présidente et merci pour vos questions et pour vos commentaires. Le premier commentaire sur l'armée et sur la logistique, je crois en effet que le gouvernement est dans une course contre la montre qu'il faut gagner. C'est-à-dire que nous redoutons avec ce nouveau variant britannique, mais aussi le nouveau variant d'Afrique du Sud, que le virus puisse être plus contagieux encore et puisse frayer un chemin malgré le fait qu'une certaine immunité collective commence à s'acquérir dans la population et commence et devrait commencer à représenter un certain frein sur l'épidémie. L'immunité peut être complétée et notamment la protection des personnes à risque peut être complétée par la vaccination aujourd'hui et si on arrive à vacciner rapidement, le plus rapidement possible, alors on évitera une mortalité évitable et on évitera aussi le risque de nouveau reconfinement du pays. Donc c'est un enjeu absolument crucial et toutes les forces, pourquoi pas les forces armées, pourraient être mobilisées pour accélérer le processus et la logistique. Je suis d'accord avec vous que 200 000, à peu près, 190 000 vaccins, je crois, au 12 janvier, alors que le pays en a sans doute reçu, et dans ses congélateurs doit en avoir probablement près d'1 million de doses, c'est encore insuffisant, et cela montre que la montée en charge doit encore progresser. Donc, tout ce qui est mobilisable est bienvenu. Pour vous dire, nous faisons face à peu près aux mêmes défis un peu partout, très particulièrement dans le canton de Genève. Notre situation par habitant est plus proche de celle de l'Espagne que celle de la France, donc elle est meilleure que celle de la France dans le canton de Genève, mais elle est inférieure à celle de l'Allemagne. Pour vous dire, en Allemagne, il y a aussi des controverses aujourd'hui concernant la chaîne du froid, les ruptures de chaîne de froid, etc. Donc ces controverses, elles sont presque consubstantielles de la gestion d'une telle crise, mais on peut sans doute faire mieux et de toute façon on doit faire le plus possible et le mieux possible parce qu'il y a cette course contre la montre. Sur la deuxième question concernant le passeport vaccinal, le carnet de vaccination électronique, alors nous avons à Genève, en Suisse, un carnet de vaccination électronique et bien sûr les données de la vaccination sont reportées dans ce carnet électronique et nous délivrons un certificat à la fin de chacune des vaccinations, qui n'est pas un passeport vaccinal véritablement au jour d'aujourd'hui. Moi, mon sentiment est que cela pourrait faire l'objet d'une résolution à l'Assemblée mondiale de la santé, vous savez, qui est l'organe de gouvernance de l'Organisation mondiale de la santé, qui se déroule à Genève au mois de mai, d'habitude, c'était virtuel l'année dernière, il pourrait y avoir une résolution à la demande des États membres, et les États membres européens peuvent tout à fait faire cette demande, que la vaccination Covid soit l'objet d'une mention dans le carnet de vaccination international. Car ça dépend du règlement sanitaire international. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait, qui est connu, c'est un outil qui existe et qu'il ne faut pas nécessairement réinventer. Vous savez que la fièvre jaune, je crois même que pour aller en Guyane, le règlement sanitaire international impose la vaccination contre la fièvre jaune. Eh bien, c'est vrai aussi pour d'autres pays comme le Brésil par exemple. Eh bien, vous avez un carnet international qui est validé. Pourquoi c'est important? C'est parce que il peut y avoir un marché noir ou un trafic de faux carnets, de faux enregistrements, de faux certificats. Et je pense qu'il ne vaut mieux pas laisser cela à l'initiative
des États. Ce sera compliqué pour les polices aux frontières de le vérifier. Il vaut mieux que ce soit sur le plan de l'OMS que ce type de dispositif soit réglé. Et puis, concernant ce que vous m'avez dit sur l'approvisionnement, je partage évidemment tout à fait votre avis. Alors, vous avez des chiffres différents des miens. Je ne dis pas du tout que les miens soient meilleurs que les vôtres ou plus à jour. Je fournirai à Mme Gerson de Maillot, qui m'a contacté pour l'organisation de cette audition, la référence dans laquelle j'ai pris mon chiffre, qui vient d'une communication qui est passée sur BFM TV, mais qui est sur Internet, et qui est un tableau qui montre mois par mois l'approvisionnement, et la source de ce document est indiquée comme gouvernementale. Simplement, elle est datée, et peut-être qu'elle est plus ancienne que la vôtre, et donc vous pourrez comparer cette source avec la vôtre, mais voilà, c'est une source que j'ai puisée sur ce site. Merci. Daniel Chassaing. Merci. Paul Savary, Corinne Imbert. Merci, Madame la Présidente. Merci à Monsieur le Professeur. Donc, Monsieur le Professeur, vous avez dit, enfin, ça se passe en France et dans les autres pays. Donc, les personnes âgées, les personnes à risque ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer, mais de conservation difficile, puisqu'il faut qu'il soit conservé à moins 80 degrés. Et ma question, c'est si nous avions maintenant disponible le vaccin AstraZeneca, eh bien, vous avez parlé d'une vaccination à 2 tours, mais ne pensez-vous pas qu'on pourrait vacciner très rapidement et très fortement avec les médecins, les pharmaciens, les infirmières, comme la grippe. Et en 20 à 30 jours, on aurait vacciné toute la population. Parce que ce vaccin se conserve entre 2 et 8 degrés, ce qui est complètement différent. Bien, René-Paul Savary. Oui, merci, professeur, de donner votre avis sur le décalage de la 2e injection de 3 à 6 semaines, pour lequel nous n'avons pas eu les garanties scientifiques avec le ministre. Est-ce qu'il y a eu des bases scientifiques qui ont été analysées, ou est-ce un simple report pour vacciner un maximum de personnes? Puisque j'ai vu un article encore hier soir de savants français dans ce domaine-là qui préconisait de respecter les 3 semaines. Corinne Imbert et ensuite le professeur Flau. Corinne Imbert. Merci Madame la Présidente, merci professeur. Une remarque tout d'abord avant ma question. On évoquait avec la question de ma collègue Jocelyne Guidez tout à l'heure la logistique. Je pense, alors je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais je pense qu'il ne faudrait pas oublier en France la logistique qui incombe aux grossistes répartiteurs qui ont une mission de service public, qui ouvrent 2 fois par semaine les officines et qui sont capables d'assurer une logistique 2 fois par jour, pardon, oui, excusez-moi docteur, 2 fois par jour bien sûr, et qui sont des professionnels de la logistique en termes de médicaments. Dans la continuité de la question posée par René-Paul Savary, parce qu'on voit bien qu'il y a un vent de créativité qui souffle sur le calendrier vaccinal. René-Paul évoquait le décalage de la 2e injection. Certains même envisagent une interchangeabilité des vaccins entre celui utilisé pour la première injection et celui utilisé pour la 2e injection. Interchangeabilité entre 2 vaccins à ARN messager, ou même interchangeabilité entre un vaccin avec ARN messager pour la première injection et un vaccin à adénovirus comme celui d'AstraZeneca. Que pensez-vous, j'allais dire, de ces panachages envisagés? Et surtout, est-ce que ces usages hors autorisation de mise sur le marché auront des conséquences collectives? Je vous remercie. Professeur, à vous. D'accord. Alors, merci aussi pour cette 2e volet de questions. Dans l'ordre, vous avez raison de dire que le vaccin Pfizer est très différent et beaucoup plus contraignant que celui de Moderna ou d'AstraZeneca à venir en termes d'utilisation, notamment par les officines de ville ou bien les médecins libéraux. Pour Pfizer, il n'en est pas question, c'est pas possible. Le conditionnement
qui demandent une préparation, puisqu'en plus, on ne peut pas utiliser le vaccin même décongelé tel quel, on doit le reconstituer. Tout cela demande beaucoup de temps. Et par ailleurs, l'utilisation des doses de façon rapide, une fois que le flacon a été décongelé à température ambiante, n'est pas très compatible non plus avec les officines de ville. Je dirais que pour Moderna est un petit peu mieux au sens où il n'y a pas à reconstituer le vaccin et qu'il peut en effet se conserver au réfrigérateur pendant 1 mois. Cela dit, une fois qu'il est à température ambiante, pour l'utilisation d'une dose, il y a 10 doses à délivrer dans la journée. C'est quelque chose également d'assez contraignant, possible mais contraignant. Le vaccin d'AstraZeneca apportera encore une facilité supplémentaire pour que les médecins ou les pharmaciens puissent le délivrer. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'objection du tout, à mon avis, à ce qu'on puisse impliquer plus massivement les médecins de ville dans cette logique-là. Les Allemands ont été réticents à cette idée-là et ont préféré une stratégie centralisée. C'est toujours intéressant d'écouter les Allemands dans cette stratégie, en particulier parce que c'est un pays voisin, proche, et qui partage une culture très, très voisine de celle de la France en la matière. Mais leur raison était qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une forme de passe-droit qui pourrait arriver plus facilement parce que la pression exercée sur les médecins pour pouvoir dispenser des doses serait plus élevée chez des médecins de ville, ayant moins accès aussi d'ailleurs à la distribution via, à la sélection via les bases de données de l'assurance maladie en Allemagne pour sélectionner les personnes à risque par rapport aux personnes qui ne seront pas dans les groupes prioritaires. Donc il faut voir cela. Je ne dis pas que les médecins de ville seront plus sujets que d'autres à ce type de détour, mais ils seront plus isolés. Et donc c'est moins facile, possiblement, d'avoir ces détours lorsqu'il y a une organisation plus solide, plus lourde aussi, mais quelque part plus protectrice. Donc on peut écouter ou pas cet argument. Je pense que dans une période de grande pénurie, on peut appeler ça comme ça, on n'a pas suffisamment de doses pour toute la population. Vraiment, le respect des groupes à risque ou des groupes prioritaires est quelque chose de très très important. Et il faut être au moins certain de pouvoir le garantir si l'on passe par des canaux plus décentralisés. Sur le décalage de la deuxième injection, le médecin que je suis dans le domaine des maladies transmissibles n'est pas très perturbé par l'idée que la deuxième dose soit administrée un peu plus tard que la première. Je veux dire, pour tous les vaccins, c'est ce qui se passe. On a un calendrier vaccinal qu'on essaye de tenir. Ce que l'on ne veut pas, c'est administrer la deuxième dose trop tôt. On a besoin d'un délai pour administrer la deuxième dose. Mais que la deuxième dose soit administrée un peu plus tard n'a jamais été pour les autres vaccins, quand il y a un rappel, quelque chose qui est considéré comme annulant totalement le bénéfice de la primo-vaccination. Donc en soi, au départ, je dirais que je n'étais pas particulièrement perturbé par cela. Maintenant, il s'agit d'un nouveau vaccin, il s'agit d'une nouvelle modalité vaccinale et les essais ne reposent que sur ce que nous avons, c'est-à-dire 3 semaines pour l'un et 4 semaines pour l'autre. Alors, respecter ce qui a été d'abord mis dans l'autorisation de mise sur le marché, respecter ce que le fabricant a dit, ça donne un certain nombre de garanties pour le patient en cas d'effet indésirable. On n'aura pas ou un fabricant ou des autorités qui pourront se retrancher derrière, nous avions autorisé que ce protocole-là et vous n'avez pas suivi, ou votre médecin n'a pas suivi ce protocole-là. Donc je pense que pour le moment, c'est plutôt de bonnes mœurs, on va dire, de bonnes pratiques que de respecter ce que l'autorisation de mise sur le marché et le résumé des caractéristiques du produit préconise.
voilà, l'autre point que j'allais dire, peut-être sous forme d'une boutade, mais c'est qu'en France, vous n'en êtes pas là, je pense. Lorsque vous serez au taquet du stock écoulé des vaccins, alors vous pourrez vous poser cette question. Mais au jour d'aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout de délivrer les doses qui sont distribuées. Mais c'est vrai que certains pays commencent à voir cela, et dans le cadre de l'urgence, les Britanniques ont pris cette décision d'allonger d'une façon pas totalement orthodoxe cette durée. Quant à l'interchangeabilité, là, je suis beaucoup plus réservé. À nouveau, on ne sait pas, aucun essai ne porte sur cette interchangeabilité. Il était prévu qu'un essai, et peut-être cet essai est en cours, ait lieu entre le vaccin ARN messager et celui d'AstraZeneca comme deuxième dose, en pensant même que c'était peut-être pas simplement une question opportuniste par pénurie des premiers vis-à-vis des seconds, mais aussi parce que ça pouvait être peut-être une meilleure façon de vacciner en termes d'efficacité. On est presque à 100% d'efficacité, notamment on doit friser les 100% d'efficacité en matière de formes graves avec les vaccins ARN messagers, et sans doute d'ailleurs on ne doit pas être très loin avec le vaccin d'AstraZeneca, et donc probablement cet essai ou cette interchangeabilité à visée d'amélioration d'efficacité n'a plus tellement sa pertinence aujourd'hui. En revanche, en l'absence de données d'essais cliniques, en l'absence de toute expérience sur le sujet, moi je déconseillerais très fortement une interchangeabilité sauvage, non contrôlée, qui ne fait pas partie d'une étude rigoureuse pour permettre de savoir si véritablement cette interchangeabilité n'est pas dommageable aux patients. Par ailleurs, je reprends aussi mon argument de tout à l'heure, pour les doses, c'est en termes de responsabilité et d'imputation d'un risque vaccinal tardif, retardé ou rare, on aura beaucoup de difficultés si on a deux vaccins, à savoir lequel est en cause dans cette histoire. Donc pour moi, je le décommande. Et puis sur les grossistes répartiteurs, je connais un petit peu, mais pas très bien en effet leur rôle. Je ne sais pas en particulier s'ils sont équipés de congélateurs à moins 70 degrés, mais ça me paraît en effet, dans le cadre d'un acheminement très décentralisé, allant dans toutes les parties du territoire, un des opérateurs qui pourrait être tout à fait essentiel dans la diffusion rapide, pragmatique vers les pharmacies d'officine et vers les médecins de ville ou vers les centres que j'appelais des bureaux de vote avec Guy Valencien, dont on parlait tout à l'heure. Merci en effet de rappeler ce que sont les essais cliniques et la rigueur aussi que l'on doit avoir par rapport à des essais qui ont été pratiqués et de ne pas... On reproche assez quelquefois de pas avoir donné toutes les garanties et de s'asseoir dessus le moment venu. Mais en revanche, des collègues qui ont été vaccinés ici ont bien dit, on leur a dit pour la deuxième dose, ce sera dans 6 semaines, ce qui est un peu surprenant. Et pourquoi ? Ah bah parce que c'est la règle, c'est 6 semaines. Bon, dans tact. Le ministre nous a dit que ce n'était pas le cas, donc on verra bien. Alors maintenant, Véronique Guillotin, Cathy Apourceau-Poly, Martin Lévrier et Jean Sol. Véronique. Oui, bonjour monsieur le directeur. Déjà, merci pour votre exposé et la qualité pédagogique de vos propos. Alors, je voudrais déjà dire que je partage pas mal de vos points de vue, notamment sur le fait de dire que le retard au démarrage... Je vous ai perdu. Le micro est coupé. Des explications, et je pense que les explications que l'on connaît sur l'hépatite B. J'ai des problèmes de son. On a des problèmes de son, Véronique. Véronique Guillotin, nous avons des problèmes de son.
Non, on n'entend pas. Katia Pourceau. Vous avez entendu, professeur, ce qu'a dit Madame Guillotin, non? Non, pas du tout. Je n'ai pas Donc, on va passer à Cathy Pourceau-Poly et on verra pour que Véronique Guillotin se reconnecte ensuite. Cathy Pourceau-Poly. Oui, merci Monsieur le Professeur. Alors, on essaye de s'adapter au fur et à mesure parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées. Moi, vous avez donné tout à l'heure un chiffre de 232 millions de vaccins, de doses ou de vaccins. Hein. Je ne sais pas à quoi correspond ce chiffre, je n'ai pas bien compris. Apparemment, je ne suis pas la seule parce que Laurence Cohen n'a pas compris non plus. C'est pour ne pas dire que j'ai... Voilà, pour ne pas être seule. Et puis ensuite, moi j'ai une question. L'Institut Pasteur à Lille avance à grands pas donc sur la découverte d'un traitement qui éviterait donc de développer des formes graves de la Covid-19. Dans les prochains jours, ils vont demander donc aux autorités de santé pour débuter les tests sur les patients. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Je vous remercie. Martin Lévrier. Merci Madame la Présidente, merci professeur pour vos propos. J'essaie de mettre ma caméra, voilà, pour vos propos et puis tous mes vœux pour cette nouvelle année. Une petite question sur la relation important et urgent selon moi. Pensez-vous que, vous avez parlé de traumatisme tout à l'heure de différents pays, on connaît ceux de la France, vous l'avez très bien expliqué. Est-ce que vous pensez que l'idée du consentement préalable était une bonne idée par rapport à ce genre de traumatisme, et le fait que finalement un départ plus lent donne le sentiment qu'on gère l'important plutôt que l'urgent, est-ce que c'était une bonne idée ou pas selon vous? Pensez-vous aussi que l'accélération qu'il y a actuellement va suffire à rattraper le retard entre guillemets qu'on pourrait avoir avec d'autres pays? Et puis enfin une question par rapport à Israël qui est parti tambour battant sur la vaccination et qui malgré un confinement très très strict il y a encore quelques semaines a une reprise de la pandémie totalement exponentielle aussi. Donc à quel moment peut-on estimer la possibilité d'avoir une immunité en fonction d'un développement rapide du vaccin? Merci beaucoup. Très bien. Et pour terminer, Jean Sol. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Professeur, mes chers collègues, merci de me donner la parole. Les variants anglais et sud-africains circulent aujourd'hui dans notre pays. Une vingtaine, a priori, de personnes seraient aujourd'hui repérées et donc touchées. Pouvez-vous nous dire comment s'organise le suivi, le dépistage de ces patients? Et pouvez-vous nous dire si les vaccins qui sont aujourd'hui utilisés auront un impact sur ces variants qui s'annoncent particulièrement et en tout cas virulents? Je vous remercie. Très bien, vous pouvez commencer à répondre et ensuite on essaiera d'avoir... il reste trois intervenants ensuite. Professeur, allez-y. Merci Madame la Présidente. Alors, pour les 232 millions de doses, je répète, je vous transmettrai le document source où j'ai pris ces données et je ne garantis pas du tout qu'elles soient meilleures que celles dont vous pouvez disposer. Ce sont des sources, semble-t-il, gouvernementales. Pour l'Institut Pasteur de Lille et le repositionnement de leur nouveau traitement, je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Je pense en particulier à cette controverse un peu pénible que la France a connue concernant la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Elle aurait pu être totalement évitée par l'approche qu'a adoptée l'Institut Pasteur de Lille, c'est-à-dire une approche très secrète. La transparence, c'est très bien, mais pas lorsque elle vend des arguments qui ne sont pas encore validés par les essais cliniques. Or, ce qu'a voulu l'Institut Pasteur de Lille, c'est ne pas communiquer trop rapidement le nom de la molécule que personne ne connaît, à ma connaissance,
qu'ils sont en train de vouloir expérimenter, tester. Le repositionnement d'un médicament existant, c'est une des meilleures stratégies possibles si elle montre une efficacité, parce qu'on aura pu court-circuiter toutes les phases préalables des développements de médicaments. On n'a pas besoin, pour repositionner un médicament qui existe déjà sur le marché, de refaire des essais chez l'animal, puisque le médicament est déjà donné chez l'homme. On n'a pas besoin non plus de faire les essais de phase 1 et 2, qui sont de biodisponibilité ou du médicament, de la molécule pharmaceutique, puisque ça a déjà été fait lorsque l'on a positionné ces médicaments dans leur indication. Donc on a juste à repositionner par un essai de phase 3, c'est-à-dire un essai randomisé contre placebo, pour vérifier que le médicament a une efficacité clinique contre la Covid-19. Si c'est le cas, ça peut changer beaucoup la donne, puisque sur des formes sévères, si un médicament existait et permettait de ne pas mourir de la Covid-19 et permettait d'avoir des séjours en soins intensifs raccourcis, ou voire même des séjours hospitaliers raccourcis, ce serait évidemment une très 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 bonne nouvelle. Alors l'Institut Pasteur de Lille n'a pas fait le court-circuit de communiquer avant la promesse que pouvait tenir cette molécule candidate, et n'en a fait qu'un médicament qui devait être d'abord et avant tout validé pour pouvoir devenir un médicament dont l'extension de l'AMM dirait Covid-19. Voilà, à ce jour, eh bien, je crois qu'il faut qu'ils démarrent leur essai, et je leur souhaite vraiment une bonne chance pour qu'ils puissent le conduire dans les meilleures conditions possibles. Mais je trouve que l'approche est tout à fait louable. Concernant le consentement préalable, je voudrais réaffirmer une chose. Il n'y a pas d'acte médical sans un consentement préalable. Peut-être à part la vaccination obligatoire, il n'y a pas de possibilité, ou je sais pas, ou le contrôle de l'alcoolémie lors d'un contrôle routier. Mais en dehors de ces cas prévus par la loi, très particuliers, il n'y a pas d'acte médical sans consentement préalable. En revanche, il n'y a pas de consentement écrit pour la plupart des actes médicaux. Je crois que quelques actes chirurgicaux font l'objet d'un consentement écrit préalable. Mais tous les vaccins qui sont régulièrement mis sur le marché ne demandent pas de consentement écrit. Je crois qu'il y a eu un tout petit peu de confusion dans les circulaires officielles gouvernementales au départ, et que rapidement, la notion de consentement écrit a disparu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas lieu pour ce vaccin qui est mis sur le marché d'une façon normale. Il n'y a pas eu de procédure d'urgence à l'Agence européenne du médicament pour la mise sur le marché des vaccins de Pfizer et de Moderna, à la différence du Royaume-Uni ou des États-Unis qui ont adopté une procédure d'urgence. Là, ce n'est pas le cas. On n'est pas non plus dans le cas d'un essai thérapeutique. Il n'y a pas lieu d'avoir un consentement écrit, et il n'y a pas lieu de demander un consentement différent de celui que l'on demande pour tout acte médical. Concernant le départ lent, bon, encore une fois, c'est quelque chose que, en pleine fête de fin d'année, etc., que l'on peut tout à fait concevoir. Hein. Je ne suis pas moi-même aux commandes ni à un échelon français, ni à un échelon suisse, et donc je ne me permettrai pas là-dessus de faire de commentaires qui seraient inappropriés. Sur le fait que l'on puisse rattraper le retard, j'en suis intimement persuadé. Je pense que la France est en train de rattraper le retard. Elle a décidé une stratégie qui est basée sur 600 centres répartis sur le territoire, et je crois qu'en effet, c'est la façon qu'il faut faire. Il faut qu'on soit rapidement dans une autre controverse, parce que on aime bien dans notre pays les controverses, et qu'on soit dans cette controverse de la pénurie. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans la controverse de la pénurie, de la dose décalée, etc. J'ai hâte qu'on arrive dans cette controverse pour que, enfin, cela signe qu'on a complètement rattrapé le retard et qu'il n'y a plus de stock disponible de ces vaccins. On doit être en manque de vaccins en permanence dans cette course contre la montre pour sauver le plus de personnes possible des risques de vaccination. Alors après, vous me demandiez, est-ce que, en prenant la très bonne image d'Israël, est-ce qu'Israël, qui a déjà réussi à vacciner plus de 60% de ces personnes âgées d'une façon extrêmement dynamique et
presque, je dirais, agressive. Je mettrai un bémol. Malheureusement, Israël n'a pas décidé de vacciner les populations palestiniennes et je pense que c'est dommage. Je pense qu'elle aurait pu, ou elle pourrait encore d'ailleurs, montrer son savoir-faire, mais aussi sa capacité humanitaire. Je sais qu'il y a des associations juives internationales qui ont appelé à la vaccination des Palestiniens. Mais en dehors de cela, Israël table sur, avant la fin du mois de mars, la possibilité de ne plus avoir d'urgence sanitaire liée à la Covid-19, c'est-à-dire de ne plus avoir d'engorgement de ces hôpitaux, de ne plus avoir de lits de réanimation suroccupés par les patients de Covid, parce qu'elle aura réussi à vacciner et à protéger la population la plus à risque. Ce sera sans doute la démonstration la plus emblématique que nous aurons à notre disposition dans quelques mois, quelques semaines presque, puisque la stratégie vaccinale israélienne a été d'une très très grande efficacité et qui nous montrera ou qui nous convaincra, voire qui convaincra les personnes qui ont encore des doutes ou des questionnements sur ce vaccin de son utilité, en tout cas pour prévenir l'engorgement des hôpitaux et le risque de reconfinement. Aujourd'hui, Israël est dans une situation qui est voisine de celle de l'Irlande, j'allais dire de celle du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni est en train de décrocher sur sa courbe exponentielle épidémique, ce qui est une bonne nouvelle, mais Israël est en effet sur une courbe ascendante, encore plus forte que celle que connaît la France en ce moment, qui est forte pourtant, et qui dure depuis plus longtemps en Israël, et donc qui préoccupe beaucoup les autorités israéliennes, qui risquent en effet d'avoir à prendre des mesures très fortes concomitamment à cette campagne vaccinale. Quant aux variants, sud-africains et du Royaume-Uni, alors le suivi et le dépistage, il est clair que l'Europe continentale, pas simplement la France, ne fait pas assez de séquençage. Les séquençages des souches, ça demande des plateformes, ça a un coût assez élevé et ça doit être fait d'une façon très rigoureuse sur le plan méthodologique, pas simplement sur le plan du séquençage lui-même, mais aussi sur le plan de l'échantillonnage des personnes qui sont séquencées. Il faut qu'il y ait un pourcentage de toutes les positivités du territoire qui chaque jour soient séquencées. Et ce pourcentage peut être faible, ça peut être 1% des souches, je ne sais, mais il faut qu'elle soit faite d'une façon échantillonnée pour qu'on puisse dire exactement quel est le pourcentage aujourd'hui de souches de tel ou tel variant. Il faut qu'on puisse retracer ce qu'on appelle l'épidémiologie moléculaire en faisant cette étude systématique. Les Australiens sont probablement les chefs de file du séquençage dans le monde et ont réussi véritablement à tracer des épidémies, à tracer des super propagations, des clusters massifs. L'hiver dernier, enfin au mois d'août pour eux, lorsqu'il y a eu cette très grosse épidémie dans la région de Melbourne. Et le Royaume-Uni, comme l'Afrique du Sud, qui sont deux pays qui séquencent beaucoup, ont été les premiers à découvrir, à repérer et à tracer des variants. Rien ne dit que nous n'avons pas d'autres variants qui circulent et qui ont aussi des potentiels qui seraient intéressants de tracer de près. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de les suivre sans faire de séquençage? Je dirais que par chance, oui, parce que une des PCR en tout cas, les PCR, vous savez, c'est des sondes, c'est pas du séquençage de tout le génome, c'est des sondes d'une toute petite partie du génome, mais qui est suffisamment spécifique pour qu'on puisse dire que c'est une infection par le coronavirus. Eh bien, on met 3 sondes dans une PCR du génome, eh bien une des 3 sondes ne répond pas parce qu'elle est affectée par les mutations du variant anglais. Et donc, lorsque l'on a des PCR positives avec 2 sondes sur 3, on a une très forte suspicion aujourd'hui qu'il s'agit d'un variant anglais qui circule. À ce moment-là, il faut faire le séquençage de la souche pour en avoir la certitude. Mais donc, on peut par ce biais-là, parce qu'à peu près, ça ne correspond pas à toutes les PCR du marché, mais à peu près 10% des PCR du marché européen sont concernés. Et donc, on peut avoir, grâce à cela, une forme d'échantillonnage de ces données-là. Encore faut-il qu'on sache, évidemment, combien ont été concernés. Sur le vaccin, on a eu une bonne nouvelle la semaine dernière avec le vaccin de Pfizer,
Pfizer a montré qu'il était efficace contre le nouveau variant parce que les anticorps neutralisants que la réponse immunitaire suscitée par ce vaccin produit chez l'homme sont neutralisants contre ce nouveau variant. Très bonne nouvelle parce qu'on peut probablement faire l'hypothèse forte que le Moderna va être aussi concerné par cette même nouvelle qui est en cours d'étude. Peut-être elle est même tombée aujourd'hui ou elle tombera cette semaine. Quant au vaccin d'AstraZeneca, je crois que les études sont encore en cours et qu'elles devraient aussi tomber, mais on a plutôt aujourd'hui confiance que ces vaccins vont être efficaces. Très bien, donc il reste... Alors, Véronique Guillotin, est-ce que Véronique Guillotin peut se reconnecter? Est-ce que vous m'entendez? Oui, pour l'instant, oui. Ah, super. C'est un grand moment de solitude. Bonjour, monsieur le directeur. Déjà, je voulais vous remercier pour la qualité de vos propos et la qualité pédagogique, notamment de vos explications. Quelques remarques et une ou deux questions. Donc, nous avons hier eu l'occasion d'interroger Olivier Véran et effectivement, il y a deux sujets que vous avez également, que vous avez également évoqués. C'était un sur les publics prioritaires. La question était, est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui d'intégrer dans les publics prioritaires non pas uniquement les patients âgés, mais les patients plus jeunes qui souffrent de pathologies graves, les immunodéprimés, les transplantés. On a eu pas mal de remontées des services hospitaliers, des patients qui sont aujourd'hui dans la vie active et qui ont des fragilités qu'il faudrait a priori intégrer rapidement. Mais je pense que c'est... de ce que j'ai compris, en bonne voie. Je partage complètement l'idée de dire qu'on a eu un démarrage lent, poussif, moi je l'ai appelé, avec effectivement des traumatismes que la France a connus, mais qu'à mon sens, on est quand même sur une voie aujourd'hui d'accélération et enfin en tout cas moi j'y vois de l'optimisme en termes de vaccination. J'ai également posé la question du séquençage et vous venez en partie d'y répondre, mais peut-être pas complètement. Donc le séquençage, on voit bien l'intérêt du séquençage pour déterminer les souches mutantes qui sont aujourd'hui, nous avons de la chance, des souches qui sont réactives au vaccin, c'est-à-dire ça perturbe pas la vaccination. Est-ce que ce séquençage-là est prévu et est-ce que la recherche est prévue au cas où une souche aujourd'hui mutante ne serait plus en adéquation avec les vaccins qui nous sont proposés. Donc ça émet deux choses. C'est un, il faut se dire qu'il faut vraiment accélérer la vaccination parce que plus on aura vacciné, peut-être mieux ce sera. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe ou est-ce que des pistes de recherche sont déjà en cours en cas d'arrivée de virus mutant? Est-ce qu'il y a des prospectives ou des choses comme ça? Et enfin, quant à l'idée des 2 journées de vaccination électorale qui pourraient être émises, l'idée est très bonne parce que ça donne effectivement un éclairage important et une visibilité. Bon, après pratiquement, est-ce que c'est pratiquement possible? Vous avez parlé d'acheminement, moi je parlerais plutôt d'effecteurs, quoi. Est-ce qu'au nombre dans chaque commune des médecins, des infirmiers en nombre pour pouvoir vacciner le même jour la population, je doute un peu, mais ça remet un peu en perspective ce que Daniel Chassaing disait, c'est-à-dire pourquoi pas sur ce même modèle, peut-être élargir la période en disant sur 1 mois et s'appuyer effectivement sur les médecins généralistes et les infirmières et les pharmaciens de ville, sur une période fixe, mais avec à peu près le même état d'esprit, quoi. Parce que bon, les 2 journées, moi, je doute un peu, mais en tout cas, l'idée me paraît intéressante. Et puis une note, espérons qu'on puisse avoir effectivement une note d'optimisme dans l'accélération de cette vaccination. Voilà un petit peu les questions et les remarques que j'avais à faire. Merci Véronique. Annick Jacquemet. Annick Jacquemet, toujours là en visio, Annick Jacquemet. Voilà. Toujours là. Mais voilà, merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, ma question, en fait, Jean-Sol me l'a soufflé, donc j'ai bien eu la réponse sur la mutation les variants de ce virus. Par contre, j'aurais une autre question à vous poser. Vous avez dit qu'on avait pratiquement 100% d'efficacité par rapport aux vaccins qui sont déjà pratiqués. Est-ce qu'on a assez de recul pour connaître la durée de protection des vaccins?
Est-ce qu'on envisage dès maintenant de faire des rappels annuels ou des vaccins annuels comme on le fait pour la grippe? Même question par rapport aux malades, ceux qui ont été malades. Est-ce qu'on sait dire quelle est la durée de protection des anticorps qui sont fabriqués? Et troisième question, on parle beaucoup, et on sait que pour les enfants, il y a 11 vaccins qui sont rendus obligatoires. Qu'est-ce qui nous empêche finalement, une fois qu'on aura suffisamment de recul sur les effets secondaires éventuels du vaccin, de rendre ce vaccin obligatoire, vu les conséquences quand même aussi bien je vous ai perdu. Économiques, sanitaires et sociaux de cette pandémie. Voilà, merci. Et pour terminer, Madame Poumirol, le bouquet final. Non, merci Madame la Présidente, merci professeur, mais l'inconvénient de passer au dernier, c'est que toutes les réponses ont été déjà quasiment apportées. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce qui me semble être l'essentiel, c'est le nombre de doses dont on va disposer. Je comprends tout à fait la logique avec ce vaccin, compte tenu des conditions particulières et extrêmement difficiles de le conserver, d'avoir une organisation, je dirais sur un plan national, qui permette de démarrer. Je ne suis pas hostile d'ailleurs à l'idée que l'armée et son SSA, qui est extrêmement compétent, puisse éventuellement nous aider. Ceci étant, je crois qu'il faut faire confiance aussi à nos collectivités territoriales. Et nous avions encore lundi soir une réunion avec monsieur le préfet sur mon département. Et monsieur le préfet demandait à ce qu'on organise un centre Covid pour 50 000 habitants. Et nous, au niveau du département, on en propose un pour 25 000 parce qu'on a la logistique qui nous permet de le faire pour être là aussi le plus près possible, hein, comme toujours, des patients. Mais ces centres Covid, finalement, devraient avoir, j'allais dire, une durée de vie limitée. Limitée parce que le jour où enfin on n'aura plus que non seulement le Pfizer, mais aussi le Moderna et l'AstraZeneca, pourquoi ne pas s'appuyer, et on a travaillé avec l'ordre des médecins, pourquoi ne pas s'appuyer tout simplement, comme on le fait pour la vaccination antigrippale, sur les médecins généralistes de ville, sur les infirmiers, sur les pharmaciens, et on est capable pour la vaccination antigrippale de faire en 4, 5, 6 semaines l'ensemble de la population qui a besoin de se vacciner. Je crois qu'une fois qu'on ne sera plus dépendant, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dépendant du Pfizer, une fois qu'on ne sera plus dépendant du Pfizer, on pourrait avoir une organisation très simple, classique, basée sur nos professionnels de santé qui sont prêts à répondre. D'autant plus que, j'allais dire, on a beaucoup parlé de la confiance, ou plutôt de la défiance de nos concitoyens envers la vaccination. Hein. Vous avez vu les chiffres au départ qui étaient extrêmement bas pour l'envie de se faire vacciner. Je crois que quand ce sera leur médecin traitant, leur généraliste, l'infirmier qu'ils connaissent bien, qui va venir leur faire le vaccin ou ils vont aller voir pour faire leur vaccin au cabinet médical, ce problème de confiance sera complètement différent. Donc, je crois qu'il faut nous faire confiance sur le plan de l'organisation des centres Covid avec les collectivités territoriales dans l'immédiat pour les 2 mois qui viennent. Mais je crois qu'ensuite, on peut retrouver un schéma classique de vaccination. Mais le problème essentiel reste le problème des doses, et je n'arrive pas, ni avec les chiffres qu'on nous a donnés hier, où le ministre nous a donné 3 millions en février, 6 millions en mars, 6 millions en avril. Les chiffres que vous nous donnez, vous, on n'arrive pas à savoir exactement quand ils ont été commandés, combien ont été commandés ou précommandés. Ça paraît impossible à savoir d'avoir des chiffres fiables sur les doses que l'on va avoir. Et moi, ça me paraît le problème essentiel parce que c'est lui qui justifie l'organisation logistique qui va derrière. Si on avait autant de vaccins qu'on veut, on n'aurait pas besoin de faire des centres de vaccins, quoi. Hein, s'il était de conservation simple, si on avait que le Moderna ou l'AstraZeneca, on pourrait l'organiser très simplement. Donc, l'essentiel pour moi serait d'avoir, j'allais dire quasiment semaine par semaine, le nombre de doses que l'on va recevoir. On nous a parlé en préfecture lundi de 500 000 doses semaine. Pour mon département de Haute-Garonne, on en touche 30 000 pour un département qui compte 1,4 million d'habitants, on en reçoit 30 000 par semaine. Quand est-ce on va avoir suffisamment de doses pour vacciner tout ce que l'on veut vacciner? Pour moi, le problème numéro 1, il est là. C'est le nombre de doses et l'arrivée chronologique de ces doses.
C'est une question que, dans les questions complémentaires qu'on va poser au ministre suite à l'audition d'hier, il faut vraiment qu'on ait en effet des chiffres précis, parce que c'est très compliqué de savoir la réalité entre ce qui a été précommandé, commandé, qui va arriver. On avait eu la même question sur les masques, on nous disait ils arrivent, et ils ont mis des semaines à arriver, il ne faudrait pas que les vaccins ce soit pareil. Voilà, donc toutes les questions ont été posées, professeur. Merci donc de répondre aux dernières interventions. Très intéressante sur la durée de l'immunité et tout ce qui a été posé. Oui, merci beaucoup pour cette dernière volée de questions. Concernant les publics prioritaires, je crois que c'était la première question. Je crois que vous les avez très très bien listés. C'est-à-dire que bien sûr, il n'y a pas que les personnes âgées. Il y a aussi les personnes ayant des comorbidités. D'ailleurs, sur les personnes âgées, je crois que lorsque vous m'avez auditionné, je vous avais parlé de cette série danoise de la première vague, portant sur plus de 10 000 personnes, qui montrait que les risques commençaient à être particulièrement préoccupants à partir de l'âge de 50 ans. C'est ça, les personnes âgées. C'est à partir de l'âge de 50 ans. Bien sûr, entre 50 et 70 ans, le risque ressemble à peu près à celui du SRAS, c'est-à-dire une maladie d'une très grande gravité, avec à peu près 10% de mortalité lorsqu'il y a des comorbidités associées. Et ces comorbidités, je ne parle pas des immunodéprimés ou des transplantés, c'est des comorbidités assez banales qui sont présentes chez à peu près la moitié des personnes de ce segment de la population. Et puis au-delà de 70 ans ou de 80 ans, ou encore plus au-delà de 80 ans, avec ou sans comorbidité, vous avez une mortalité qui avoisine les 50% des PCR positives, c'est-à-dire qui est absolument effroyable. Et donc, c'est vrai que c'est bien ce segment qu'il convient de vacciner, avec ou sans comorbidité. Mais par ailleurs, ceux qui ont des comorbidités et qui ont plus de 50 ans devraient être vaccinés aussi de façon assez urgente. Ceux qui ont des très lourdes comorbidités dont vous parlez sont aussi des gens très prioritaires, quel que soit leur âge. Alors, sur le séquençage, j'aime assez bien la question parce que c'est exactement l'objectif d'une épidémiologie moléculaire organisée. Le Santé publique France, la veille sanitaire classique française doit prendre en compte de façon extrêmement systématique un échantillonnage qui peut être une forme de réseau sentinelle de l'échantillonnage sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national, des souches d'un pourcentage, bien entendu, de séquençage de souches. C'est à travers un réseau de ce genre que l'on pourra détecter des mutations. Il y en a tout le temps, en permanence. Les variants anglais et sud-africains ont entre 17 et 23 mutations. C'est ce qui les rend particulièrement facteurs de préoccupation et d'alerte, parce que quand il y a un grand nombre de mutations sur un même virus, qui, n'oublions pas, le génome ARN du coronavirus est le plus long génome viral existant des virus à ARN. Tous les autres virus ARN sont beaucoup, beaucoup plus courts. Et donc, le fait qu'il y ait des nombreuses mutations est quelque chose d'attendu, mais c'est un virus qui mute beaucoup moins que le virus de la grippe. Eh bien, le fait que l'on ait des mutations est très important à surveiller, notamment pour ce que vous avez dit. Pas simplement, je crois qu'il y a aussi la transmissibilité que l'on étudie. Est-ce que ce nouveau variant est plus transmissible? Ça semble être le cas du variant anglais et du variant sud-africain. Ça peut être aussi la sévérité, voire même les formes cliniques que engendre ce nouveau variant. Est-ce qu'elles changent ou pas? Ça ne semble pas être le cas de ces nouveaux variants. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit très bien, est-ce qu'il y a une forme de résistance au traitement vaccinal? On n'attend pas trop ce type de nouveaux variants pour le moment, parce qu'il n'y a pas de pression de sélection dessus, mais si la vaccination entraîne une pression de sélection dans la population, il se peut que des nouveaux variants émergent pour contourner l'efficacité du vaccin. Donc ça, c'est à surveiller par le séquençage. Sur les 2 tours électoraux versus un mois ou pas, j'ai envie presque de reprendre la question qui est la dernière après, qui est un peu liée, adjoindre les médecins généralistes, les infirmiers, les pharmaciens. Certains ont dit participation du service de santé des armées. J'ajouterais du don du sang, j'ajouterais les pompiers. Il y a beaucoup, en France,
des chiffres que j'ai en tête, malheureusement que je n'ai pas sous mes yeux, mais il y a, me semble-t-il, près de 600 000 infirmiers et infirmières. Il me semble qu'il y a près de 250 000 médecins, et qu'il y a 60 000 pharmaciens. Encore une fois, il faudrait vérifier tous ces chiffres. Je ne parle pas des étudiants en médecine. Bref, il y a un très grand nombre de personnes. Je pense que pour maintenir les bureaux électoraux dont on a parlé 2 dimanches de suite, pas de suite d'ailleurs, mais séparés de 3 ou de 4 semaines, il faudrait 400 000 personnes. Donc c'est tout à fait vrai qu'il y a une très très forte logistique nécessaire, et donc l'idée de réfléchir à cela est importante. Mais au-delà de cela, ce qui est très important, c'est une des choses dont vous avez dit, et vous me permettrez de passer, de regrouper cela avec la dernière question, puis je reviendrai à la question du milieu. C'est le nombre de doses dont on dispose. C'est exactement la question. Et c'est, bien sûr, vous avez besoin d'avoir les indicateurs précis, mais au-delà de cela, c'est d'augmenter la capacité de doses. Et vous avez en France l'un des 5 opérateurs mondiaux du vaccin. Le vaccin, c'est une industrie extrêmement difficile, qui nécessite un savoir-faire extrêmement complexe, que vous avez préservé sur le plan industriel. Profitez-en. C'est-à-dire que vous avez quand même la possibilité, avec un industriel très performant sur le pays, d'essayer de développer une capacité de produire des doses. Peut-être que par générosité, cette capacité pourrait même être étendue à d'autres. Mais dans le fond, à défaut de pouvoir produire un vaccin made in France, il pourrait produire un vaccin qui vient d'un autre. Vous savez que Moderna, par exemple, renonce à tous ses brevets. Je sais que ce n'est pas qu'une histoire de brevets. Je sais que Sanofi Pasteur ne peut pas faire du vaccin à ARN messager, ne peut pas le produire. Il peut conditionner du vrac. Il ne peut pas produire l'ARN messager au jour d'aujourd'hui. Et ça ne se développe pas comme ça en un tour de main. Il faudra des mois et peut-être même quelques années pour que ce groupe pharmaceutique soit capable de faire du vaccin selon cette technologie. Mais il est capable de le conditionner et de le donner aux Français. Donc je pense qu'il faut réfléchir à cela, parce que qu'importe, non pas le flacon, mais qu'importe la modalité de dispensation, que ce soit dans les bureaux électoraux de Guy Valencien, que ce soit selon les modalités mises en œuvre par des médecins généralistes libéraux, des infirmiers ou des pharmaciens, que ce soit par le service des armées, que ce soit sur 1 mois, que ce soit sur 2 week-ends. Ce que l'on voudrait, c'est que tout le monde puisse bénéficier de ce vaccin. Voilà, donc pour revenir à la question que j'appelais du milieu, l'efficacité à 100%, la durée de protection des vaccins. Alors, la durée de protection des vaccins, au jour d'aujourd'hui, elle est forcément limitée à l'expérience que l'on en a, c'est-à-dire depuis les essais cliniques. Il faut savoir que c'est une donnée très très longue à obtenir, la durée de protection des vaccins. Aujourd'hui, la protection, elle n'est pas remise en question après plusieurs mois. Aujourd'hui, on a extrêmement peu de réinfections, malgré les vagues successives. On a donc l'impression que l'immunité naturelle, en tout cas, la maladie confère une immunité naturelle aux personnes qui en ont été atteintes pendant une période, en tout cas, qui dure depuis le début de la pandémie aujourd'hui. On sait aussi que des gens qui avaient été atteints par le SARS-CoV, c'est-à-dire le SRAS, en 2003, ont encore des anticorps neutralisants au jour d'aujourd'hui et semblent être toujours protégés contre le SRAS, peut-être d'ailleurs avec une immunité croisée contre le SARS-CoV-2, mais ils sont très peu de gens, bien entendu, et pourraient être aujourd'hui encore protégés par un virus, par les anticorps contre un virus qui ressemble de très près au SARS-CoV-2 de la COVID-19. Donc il est possible que l'immunité, même naturelle, soit très longue. Il y a des maladies où l'immunité vaccinale est meilleure que l'immunité naturelle. Je sais que mes confrères virologues me disent toujours, mais attends, ne dis pas ça, c'est un autre modèle virologique, c'est celui de la varicelle. Vaccin ADN très différent, qui n'a rien à voir et qui reste quiescent dans notre organisme. Toujours est-il que quand vous faites une varicelle dans l'enfance, eh bien, vous risquez de faire un zona plus tard. Alors que quand vous êtes vacciné contre la varicelle dans l'enfance, ou que vous êtes vacciné contre le zona, qui est le même vaccin d'ailleurs, c'est exactement le même, il a juste un nom différent, eh bien, vous êtes protégé.
contre la varicelle et contre le zona. Donc, il existe des vaccins qui vous protègent mieux que la maladie, parce que la varicelle ne vous protège pas contre le zona, au contraire. Et je dis cela parce qu'il est tout à fait possible que le vaccin protège encore mieux contre la Covid-19 que l'immunité naturelle, mais ça reste encore à démontrer. Rendre le vaccin obligatoire, alors au jour d'aujourd'hui, le frein à cela, c'est évidemment qu'il n'y a pas d'essai chez l'enfant. Les essais sont en train d'être menés aux États-Unis chez l'enfant, donc on aura peut-être des réponses bientôt sur la possibilité d'administrer ce vaccin à l'enfant. Pour le moment, ce n'est pas le cas et c'est quand même un des trous dans la raquette qui existe à propos de cette vaccination et qui d'ailleurs empêche toute stratégie d'immunité collective comme on en avait parlé au départ. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu de rendre un tel vaccin obligatoire. La question qui pourrait se poser un jour, ce serait peut-être, moi ça ne me choquerait pas que le vaccin soit obligatoire dans les EHPAD, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller dans une maison de retraite, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une crèche, mais quand vous allez dans une crèche, vous êtes obligé d'être vacciné. Parce que c'est pas votre liberté individuelle ici, elle s'arrête quand même là où commence celle des autres. Et la sécurité des autres, résidents d'une maison de retraite, ça pourrait être que tout le monde soit vacciné. Donc je ne serais pas fondamentalement choqué, même si je pense que tout le monde ne partagera pas mon avis, mais qu'on puisse, dans un règlement intérieur d'une maison de retraite, demander que les personnes soient vaccinées. Sinon, je pense que la vaccination obligatoire, c'est un domaine politique, beaucoup plus que scientifique, et que c'est pas tellement à moi de m'exprimer sur ce sujet davantage. Voilà, écoutez, moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais comme le dernier intervenant a regretté de ne pas pouvoir poser des questions parce que j'y avais répondu, ça m'a au moins conforté sur l'idée que vous aviez eu quelques réponses à vos questions. Non, merci beaucoup, vraiment. De façon unanime, nous sommes ravis de cette audition et surtout de la clarté et de la pédagogie de vos réponses sur des sujets parfois complexes, notamment pour ceux de notre commission qui sont moins férus des termes parfois médicaux. Mais merci beaucoup et peut-être à bientôt pour une autre audition. En tout cas, merci beaucoup, professeur, de votre intervention ce matin et de nous avoir consacré du temps ce matin sur ce sujet majeur. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente et merci à tous, Mesdames et Messieurs.